Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, bonjour, bienvenue dans cette émission de Vox Hebdo sur Vox TV. Au cœur des débats, le retour de Paul Biya après plusieurs semaines d'absence, le retrait de l'impôt forfaitaire de solidarité nationale dans le budget exercice 2025 et la situation toujours confuse à la FECOFOOT. Sont avec moi sur ce plateau Spline Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. En face de Spline, Albert Menzoruta, directeur de publication à la Semaine africaine. Et à côté de Spline, nous avons Prince Honneur Abanzounou, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue, comme d'habitude, sur ce plateau de Vox TV. Nous allons aborder notre premier sujet relatif à la réapparition, comme on peut l'appeler, de Paul Biya après plusieurs semaines de silence. Le président camerounais Paul Biya est de retour à Yaoundé. Âgé de 91 ans, le dirigeant est rentré ce lundi après une absence de 42 jours qui avait soulevé des questions sur son état de santé. Paul Biya a été accueilli sur le tarmac par son secrétaire général Ferdinand Ngoengo, avec qui il a discuté brièvement avant de monter dans sa voiture pour rejoindre le palais présidentiel. Des militants étaient rassemblés tout au long du trajet, selon la télévision locale, qui a diffusé une émission spéciale sur le retour du chef de l'État, rappelant que Paul Biya n'était plus apparu en public depuis son départ de Pékin début septembre. L'absence prolongée de M. Biya a alimenté les spéculations sur son état de santé. Le Cameroun a ensuite interdit toute discussion sur l'état de santé du président, estimant qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Paul Biya n'a pas participé à la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président du Cameroun a mis beaucoup de temps. Il n'apparaissait plus, il ne donnait plus de nouvelles à sa population. Albert, pourquoi tant de mystère? Est-ce que cette disparition ou cette absence devait inquiéter les populations? Si elle ne devait pas l'inquiéter, elle l'a fait. Mais ce n'est pas la première fois que le président Biya disparaît aux yeux de son peuple. Et chaque fois, toujours après qu'il ait pris l'avion en direction de la Suisse, où il passe souvent son temps de vacances ou de congé ou de consultation privée sur sa santé. Donc oui, cette fois-ci, ça a été différent parce que donc il est resté absent 4 semaines, invisible aux yeux des Camerounais et du monde. Et ce qui a ému, ce qui a inquiété un peu plus que d'habitude, c'est d'abord parce que non seulement il est resté absent, mais son absence a été également remarquée à 2 endroits où il devait forcément apparaître en temps normal, donc New York pour l'Assemblée générale des Nations unies en octobre, et puis la francophonie, le sommet de la francophonie en France, un sommet auquel il est souvent, sollicité pour ses avis, pour sa façon de conduire un pays francophone, le Cameroun. Donc voilà, ça s'est fait que donc les gens se sont inquiétés, en tout cas son peuple, et puis voilà. Bon, il a près de 82 ans, le président Paul Biya. Il n'est plus donc de première jeunesse et vous savez, les dernières apparitions, les dernières prises de parole n'ont pas été du tout rassurantes. Mais lorsqu'il est réapparu lundi dernier donc à la télévision camerounaise, moi personnellement, il m'a donné l'impression d'avoir rajeuni. Et d'ailleurs, je crois qu'il en était conscient parce que il a plaisanté, il a échangé et plaisanté avec Monsieur Ngongo, donc le secrétaire général de la présidence, je crois, et donner l'impression que bon voilà à son peuple qu'il pouvait être rassuré, qu'il venait reprendre la place qui était la sienne pour guider la grande nation camerounaise. Alors, Spline, est-ce que la population était en droit de s'inquiéter
Il n'y avait pas que ce climat d'inquiétude, mais il y avait surtout ce climat de peur. Parce que vous savez que lorsque certaines personnes ont commencé à parler de la mort ou de la maladie, il y a certains cadres du RDPC qui sont montés au créneau pour menacer, pour dire aux gens que la santé du président était un tabou et que personne ne pouvait en parler. Donc il y avait des menaces d'emprisonnement, mais dans tout cela, c'est que le président Paul Biya est aux destinées du Cameroun depuis un peu plus de 40 ans. Donc, pour moi, la santé d'un président de la République ne devait pas être l'objet d'un secret. Et on connaît ce qui s'est passé avec le président Mitterrand. Mitterrand, il y avait aussi un secret au départ, mais il avait fini par demander à son entourage, à ses médecins, de ne pas en faire un secret. Il faut que le peuple soit informé pour ne pas être inquiet, mais surtout, il s'agit de ceux-là qui propagent la peur. Et à mon avis, c'était une peur qui a changé de camp. Le premier camp, c'est certainement la peur qui était dans le camp de Maurice Kamto, dans le camp certainement aussi des Bamileke, dont vous connaissez l'histoire, avec le président Ahidjo et Paul Biya, dont le passage ou le changement de pouvoir s'était passé pratiquement dans les mêmes conditions de maladie. Alors, et donc, cette peur, à mon avis, a changé de camp. Il se trouve où? Il se trouve donc aujourd'hui dans le camp d'une catégorie. Mais moi, je les appellerais plutôt une bande des cadres du RDPC qui sont là au pouvoir, que pour le pouvoir, et qui ont un amour infini pour le pouvoir, et qui sont finalement en train de mijoter quelque chose comme ça, après Biya, qui doit passer. Voilà comment moi j'ai conçu cette situation qui nous a fait peur nous aussi, en tant que voisins du Cameroun. Prince, quel mal y a-t-il à la population de s'inquiéter ou d'être informée de l'état de santé de leur président? Est-ce que la population ne devrait pas être informée? Il y a un mal à cela? Il n'y a pas un mal, comme vous le dites. Vous savez, quand je suivais cette histoire, je me dis, au-delà d'être noirs et africains que nous sommes, même dans notre raisonnement, nous nous comportons comme des noirs. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette capacité de sortir, de comprendre des choses autrement. Comme a dit M. Mbongo, l'état de santé d'un chef d'État ou d'un haut cadre ne devait pas être sujet à discussion ou à un tabou. Au-delà d'être président, il est d'abord un humain et qui peut aussi mourir. Et je crois, il est peut-être important pour ceux qui dirigent le Cameroun de ne pas... Le Cameroun, peut-être aujourd'hui on en parle, mais l'Afrique subsaharienne, en particulier, de ne pas faire de saint tabou. Je prends un exemple. Nous avons vu récemment le président américain, Joe Biden. À un certain moment, il était empêché et il avait laissé le pouvoir à sa vice-présidente. C'est pourtant dire que c'est pas un tabou. Au lieu d'intimider, comme on a suivi dans ce reportage où on interdit aux gens de parler. Mais vous interdisez, mais vous n'avez pas la panache, vous n'avez pas la clé pour bloquer les réseaux sociaux. Vous interdisez à travers un communiqué ou une note, mais les réseaux sociaux, les gens vont continuer à parler. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est d'informer les gens. Oui, le président est malade ou il a senti un malaise, il est évacué. De vous renseigner le peuple au quotidien. Au lieu de faire il y a eu un silence total. Les gens ne savaient pas. Et comme le dit quelqu'un qui était habitué dans des rendez-vous, on le voit pas. Ça devrait interpeller la population. Et comme on le dit, les autorités, que ce soit ceux du parti, oui, il est du RDPC, mais il devient le président de tous les Camerounais. Donc quand il est élu, il n'appartient pas à un clan, il appartient à tout le monde.
Voilà, ils doivent comprendre cela que lorsqu'il est question d'informer, il serait mieux d'informer pour que les gens soient, pour que les gens puissent connaître cela à l'instant T que de demeurer dans les intimidations. Vous allez continuer à intimider jusqu'à quand? Et même en intimidant, je crois qu'ils n'ont pas arrêté. D'abord, le Cameroun n'a pas cette capacité de prendre en compte les réseaux sociaux, là où les gens vont faire les émissions, même dans sa maison. On réalise une émission en balance, on critique. Donc, c'est pour autant dire que nous ne devons pas nous comporter comme les Africains comme tels, mais nous devons surpasser notre culture qui est innée de garder comme un tabou, comme étant notre us et coutume pour dire que non, voilà, c'est un secret que 4 personnes doivent connaître, les autres ne doivent pas connaître. Non. Nous sommes à l'heure de la mondialisation où l'information doit être véhiculée à l'instant T. Ok, merci. Nous devons être informés de l'état de santé de nos présidents. Il n'y a pas de mal à cela. Ce sont des êtres humains qui peuvent aussi tomber malades. Ce n'est que normal. Bien, nous avons donc fini avec ce sujet. Nous abordons notre deuxième sujet qui est le retrait de l'impôt forfaitaire de la solidarité nationale. Quelques jours après de nombreuses contestations et la présentation du projet de loi de finances pour l'année 2025 au Parlement, le gouvernement a immédiatement pris l'option de retirer l'impôt forfaitaire de solidarité nationale qui devrait être prélevé sur les crédits téléphoniques. Cette décision relayée dans les réseaux sociaux rencontre l'assentiment des consommateurs qui la prennent par ailleurs avec réserve. Une communication officielle est attendue. La loi de finances a été transmise au Parlement de manière officielle. Et s'il faut retirer une disposition de cette loi, cela doit se faire de manière transparente, publique et officielle. Malheureusement, pour le cas d'espèce, pour nous, ce sont des rumeurs. Le gouvernement a un chef, et c'est ce chef du gouvernement qui a transmis la loi. La correspondance du Premier ministre, nous, on ne l'a pas encore vue. Donc, nous craignons que ce soit une diversion pour désorienter l'attention des populations sur l'inopportunité de cet impôt. Et nous, on va continuer à insister que cet impôt n'est pas opportun pour le moment. D'autres observateurs avertis, à l'instar de ce journaliste économique, comprennent le bon sens du gouvernement, mais ils dénoncent le non-respect de la procédure administrative et juridique. Il me semble que le gouvernement est resté confronté à la montée en puissance de la contestation via les réseaux sociaux, mais aussi les médias classiques. Quelque chose qui pourrait discréditer le gouvernement, surtout en ces temps de tension sociale et de trésorerie à bras avide. Il y a une espèce de parallélisme de forme. Le Premier ministre qui a envoyé le projet de loi de finances au niveau de l'Assemblée, il fallait donc aussi que ce soit par le même mécanisme, que ce soit également le Premier ministre qui s'adresse également donc à la Commission économie et finances de la Chambre basse pour leur dire que nous voudrions retirer cet article sur l'impôt forfaitaire de la solidarité nationale. Selon les sources concordantes, le retrait de l'impôt forfaitaire de solidarité nationale se justifie par la nécessité pour le gouvernement de revoir d'autres mécanismes appropriés permettant de renflouer les caisses de l'État sans alourdir les charges sociales des populations. Alors, nous avons suivi tous cet élément. Au-delà du non-respect de la forme, Spleen, peut-on dire que le gouvernement a été un peu sensible à la réaction de la population par rapport à cet impôt forfaitaire de solidarité nationale? Mais c'est ce que nous avons constaté puisqu'il a été retiré. Mais moi, j'ai un avis tout à fait contraire par rapport à ce rétropédalage. Mais pourquoi je le dis? Vous avez suivi le journaliste qui a dit qu'il s'agit de trouver quand même des mécanismes pour que désormais nos caisses soient renflouées. Et comment le gouvernement a conçu quelque chose? Et il l'a soumis à l'Assemblée nationale. Au lieu qu'il soit retiré de manière, disons, totalement,
les députés devaient trouver un autre moyen pour que cet impôt-là existe. Pour moi, il faut que cet impôt existe. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que nous ne devons pas continuer d'avoir à chaque fois des budgets qui se basent sur des recettes qui viennent de la cueillette, comme le pétrole. Mais est-ce que la population, c'est elle qui représente une meilleure source d'approvisionnement du budget? On pouvait faire revenir la chose comme à l'époque de ce qu'on appelait les taxes régionales, que les parents dans les villages appelaient le mpaku. Et c'est tout le monde qui le payait parce que vous ne pouvez pas habiter un pays et vous ne payez rien. Vous ne pouvez pas habiter une ville et vous ne payez rien. Et même un enfant, quand il naît, il y a un acte de naissance, mais l'acte de naissance est payant. Donc, comment vous pouvez rester dans un pays et puis vous ne payez rien? C'est pourquoi, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait les taxes régionales que les gens payaient à partir de 18 ans. Sauf ceux qui allaient à l'école. Et ces taxes-là renflouaient les caisses de l'État puisque dans tous les districts, dans tous les PCA, on retrouvait ce qu'on appelait les préposés du trésor qui les encaissaient et les acheminaient. Et vous voyez même qu'à cette époque-là, les mêmes administrations qui faisaient la collecte, donc les sous-préfectures, les postes de contrôle, les PCA, en retour, recevaient de manière régulière les subventions. Bref, j'allais tout simplement dire ceci, qu'il faut quand même qu'on passe à des budgets basés sur la fiscalité. À mon avis, ce sont les budgets les plus stables. Ok, voilà. Ce sont les budgets les plus stables, Albert. Nous en avons parlé dimanche passé. Le gouvernement a fait, comme a dit Spline, rétropédalage. Est-ce que c'est dire que il a été à l'écoute de la sensibilité nationale de la population? Non, moi je suis ferme là-dessus. Je dis, il n'a pas écouté la population. Il a pris peur, sans doute, du fait que nous sommes dans une situation de tension latente. C'est-à-dire que nous avons la multiplication des mouvements d'humeur, des grèves, des manifestations plus ou moins ouvertes ici et là, de prises de parole plus ou moins violentes sur les réseaux sociaux. Et donc, dans cette atmosphère-là, une personne qui chercherait à craquer une allumette mettrait le feu aux poudres. Et cette situation, et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'elle va se résoudre. Donc, ces grèves, ces limitations de primes, ce manque d'accompagnement social pour atténuer les choses. En plus, n'oubliez pas que quand cette proposition d'impôt a été faite ou a été connue, nous étions dans une situation où nous manquions absolument d'eau, nous manquions de carburant. Nous étions donc dans cette situation-là de tension et on ne sait pas très bien ce que ça aurait donné. Donc, je ne pense pas que le gouvernement ait été sensible. Sinon, pourquoi je le dis, je suis assez ferme là-dessus, parce que ça n'est pas le premier sujet qui apporte de la mauvaise humeur dans l'opinion. Et nous avons vu que souvent le gouvernement n'en a pas tenu compte, il est passé outre parce que, bon, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc ici, nous étions dans une situation très certainement où il y avait beaucoup plus d'inconnus que de choses dévoilées aux yeux de l'opinion et des observateurs que nous sommes. Donc voilà, c'est tout simplement cela. Prince, l'impôt forfaitaire retiré, si cela se confirme, bien sûr, puisque la loi est en examen au Parlement, est-ce que c'est dire que le gouvernement est à l'écoute de la population? Parce que ça a créé des... Je dirais pas que c'est le gouvernement qui est à l'écoute de la population, ou de sens inverse. Vous l'avez bien dit, en suivant cet élément, le projet de loi a été transmis au Parlement.
Donc, ce n'est plus au gouvernement. Le gouvernement, dans sa vision, a prévu cet impôt forfaitaire afin de le retirer chez ceux qui ont plus de 18 ans. Mais n'oublions pas que nous sommes au Congo, on connaît la réalité, il y a certains qui ont 2-3 signes. Parce que quand ils l'ont fait, ils n'ont pas analysé, est-ce que quelqu'un qui a 2-3 signes, donc c'est pourtant dit tout ce qu'il mettra dans son mobile money ou mobile money, on va retirer. Donc, ce n'est pas un individu qui paye la taxe, il peut payer 3 à 4 fois. Ce qui paraîtra comme de la marque. Il y a des papas, il y a des retraités, il y a des mamans, il y a des gens qui n'arrivent plus à atteindre même les 2 bouts de mois. Pourquoi? Parce que ils en manquent. Venir encore retirer le peu qu'ils en ont. Peut-être que le jour-là, l'enfant l'avait transféré, même ce 100 francs que vous allez retirer, ça va toujours impacter. Voilà le pourquoi il y a ce rétropédalage. Je crois que le Parlement, qui représente le peuple, ils ont jugé opportun de faire peut-être pression au niveau du gouvernement pour que cet impôt, maintenant, quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, vous croyez que c'est seulement avec cet impôt forfaitaire qu'on peut résoudre ce problème? Mais il y a ceux qui ont des salaires. Je ne veux pas prendre l'exemple dans d'autres pays où il y a certains ont dit, bon, je ne touche pas à ce salaire, mais ici aussi on peut le faire. On peut faire le cas. 6 milliards, c'est rien pour qu'on puisse, à travers nos institutions, là, si on peut réduire, on peut réduire quelques salaires. On aura ces 6 milliards. Mais pourquoi ne pas le faire, aller seulement là où, et à ceux qui sont en train de croupier avec la pauvreté, la misère. Je crois que ok, le Parlement est important. Après, tu voulais compléter un peu avant de terminer ce sujet. Compléter, oui, parce que nous disons, est-ce que le rétro-pédalage du gouvernement est dû au fait qu'il a pris peur? Je dis, ou non, pas pris peur, qu'il a écouté donc le peuple. Moi, je dis non, parce que le gouvernement est par définition sourd à toutes ces sortes d'humeurs-là. N'oubliez pas une chose quand même. Nous sommes en train de parler de 1200 francs CFA à prélever à chacun dans sa communication téléphonique par année. Mais nous avons un grand sujet de mécontentement devant nos portes, les ordures ménagères. Et en quoi est-ce que le gouvernement a montré une quelconque sensibilité en disant, voilà, Averda est à bout de souffle, réglons le problème d'Averda et enlevons donc les ordures ménagères du devant des portes des Congolais, des Brazzavillois, des Ponténégrins. Ça ne s'est pas fait. Donc la sensibilité nouvelle, là, moi, elle m'intrigue un peu, elle est suspecte. Si vous pouvez me donner une petite seconde. C'est pourquoi moi je pensais qu'il faut que nous allons vers une autre culture, d'apprendre à cotiser. Vous allez dans la ville de Dolisie, vous allez voir comment l'enlèvement, par exemple, des ordures ménagères se fait. La mairie vient, vous signez un petit contrat avec la mairie. Si c'est une petite famille, c'est 1000 francs dans le mois. On vient, on vous dépose une poubelle, vous la chargez et elle est enlevée tous les 3 jours. Donc, c'est là où je disais, comment peut-on habiter un endroit et puis on ne paye pas? Donc, même nos ordures, je crois que nous pourrions aussi aller vers cette culture-là parce que les autres pays, c'est pas toujours l'État qui a fait les quartiers, qui a modernisé les quartiers. Ça pouvait aussi être les projets communautaires. Voilà ce que je pouvais ajouter. Ok, merci. Soulignant que le gouvernement, d'après les raisons, et c'était pour contribuer à l'assainissement des milieux des Congolais. Le gouvernement avait prévu une recette, mais on ne sait pas ce que sera la dépense qui était annexée à cette recette. Bien. Le projet de loi est entre les mains des parlementaires. À la fin, nous allons comprendre qu'est-ce qui a été retenu, que ce soit par le gouvernement et par les parlementaires. Nous allons encore observer une pause pour nous retrouver bien après la publicité.